Bonsoir. On attend la photo. Voilà, ça y est, vous êtes dans la photo. Bonsoir à toutes et à tous. On est très contents de vous retrouver cette semaine. Alors peut-être certaines et certains étaient avec nous la semaine dernière pour le rendez-vous à penser du mois de novembre, mais ça y est, on est déjà au mois de décembre et on se retrouve cette fois-ci un petit peu exceptionnellement, mais je pense qu'on sera plusieurs à apprécier au cinéma. Il se trouve que ce vendredi, il n'y avait pas de projection et donc on s'est dit que ça serait peut-être agréable d'être au cinéma après cette conférence chaleureuse mais un peu fraîche de la semaine dernière sur la scène ouverte. On se retrouve cette fois-ci en compagnie de Yolène Delabigne. Bienvenue à vous, bienvenue à Chambéry. Du coup, on va vous passer très vite. Merci pour cet accueil. Même les micros ont des coussins. Vous voyez, l'accueil incroyable. J'avais jamais vu ça. Et puis du coup, remercier aussi au nom de toute l'équipe de la scène nationale et de la base, le tiers-lieu où on vient réfléchir et cogiter tous ensemble, Dominique Favario et toute son équipe pour ce nouveau rendez-vous à penser, le dernier de l'année, mais on va se retrouver très vite au mois de janvier aussi, donc tu vas nous donner quelques nouvelles de la rentrée. Avant cela, remercier aussi la librairie Garin qui est partenaire et il y aura des petites séances de dédicaces à l'issue de cette rencontre, juste à l'entrée du cinéma. Vous avez peut-être repéré déjà la table qui vous attend. Et également, vous signaler que ce rendez-vous est filmé. Aujourd'hui, il n'est pas retransmis en direct, mais pour autant, et vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube et vous pourrez le partager à loisir sur la chaîne également de Livre en Marche et la partager, la voir et la revoir autant que souhaité. Voilà. Oui, dis-moi. Le dernier, suite de la semaine dernière, oui, il y a eu du froid et des petits soucis de micro aussi sur celui de la semaine dernière. Je ne suis pas sûre qu'on arrive à récupérer la bande de son, mais ce soir, je pense que ce sera plus confortable. On va se faire rembourser par YouTube. Et je passe le micro à Dominique pour le petit programme de janvier. Merci Emmanuel. Avant de passer au programme de janvier, je veux bien sûr te remercier comme d'habitude pour cet accueil toujours aussi chaleureux. Remercier Célia qui vient de loin, puisqu'elle vient de la Haute-Savoie, voilà, du côté de Thorens. Et Célia, c'est notre spécialiste dans l'équipe de Livre en Marche de tout ce qui concerne les animaux. Et chaque fois que je lui demande quelque chose, elle dit oui, donc c'est extrêmement agréable. Je la remercie beaucoup. Bien sûr, je remercie Yolène, qui, elle, sans hésiter, m'a dit oui. Et vous verrez que ce soir, bon, Yolène est habituée des performances, hein, c'est une évidence. Mais ce soir, il y a une spéciale parce qu'elle arrive en même temps de nous parler de deux sujets. Le sujet des animaux, et le deuxième, le sujet du féminisme. Donc, c'est un double engagement. C'est son militantisme fondamental. Deux choses qu'elle développe depuis maintenant quelques années. Pour parler du programme de janvier, on n'y est encore pas, mais je vous invite à noter le 14 janvier. Ce sera, cette fois-ci, on va vraiment parler de féminisme, puisqu'on fait intervenir Violaine Philippi-Sabat sur un livre qui s'appelle « La résistance écarlate ». Et c'est une avocate qui est spécialiste de la cause féministe et qui a écrit un ouvrage qui est extrêmement intéressant sur le backlash féministe qui est en cours, tant au niveau mondial qu'au niveau français. On parle beaucoup du backlash écologiste, on en parlait encore tout à l'heure, mais en parallèle, il y a des forces un peu obscures, ou pas toujours obscures, enfin de moins en moins obscures, qui sont en train de remettre en cause un certain nombre de droits que l'on pensait acquis. Donc ça, c'est le 14 janvier. Alors, je ne sais pas si vous serez ici pour le chauffage ou à côté. Voilà. C'est sympa la scène ouverte parce qu'il y a plus de proximité. Et puis, je peux d'ores et déjà vous annoncer le 24 février. Le 24 février, on fera intervenir Pierre Leroy. Pierre Leroy est président de la communauté de communes du Haut-Briançonnais. Et on va parler de l'engagement citoyen. On sera juste avant les municipales. Et c'est un homme brillant qui a fait 2 ouvrages sur le sujet et qui explique en quoi il est important pour les citoyens, quelle est l'utilité de l'engagement citoyen. Donc ce sera vraiment de très beaux moments. Bon, en tout cas, je laisse la vedette
à nos hôtes de la soirée. Merci et bonne soirée. Eh bien, un grand merci pour cet accueil. Bienvenue à toutes et à tous. On va présenter, même si vous la connaissez peut-être déjà, Yolène Delabine, qui a un CV long, comme très très long. Donc, je rappelle pour les personnes qui ne la connaîtraient pas, Yolène est journaliste à la base, de presse écrite et radio. Une voix connue sur Radio France. Elle est autrice et conférencière. Et aujourd'hui, vraiment, le domaine principal, c'est les intelligences animales. Donc là, il y a plusieurs choses. L'association L'Animal et l'Homme et 2 événements annuels qui sont quand même maintenant bien connus. C'est les rencontres des intelligences animales qui se passent donc au parc de Bran-Ferré en Bretagne. Ça a changé parce que ce n'était pas au même endroit avant, donc ça a changé, mais c'est toujours en Bretagne. Et la journée mondiale des intelligences animales qui sont à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. Donc, ce soir, on va parler de l'animal féministe, comme on a dit, mais il y a bien sûr plein d'autres ouvrages que Yolène a dirigés, écrits, et notamment donc, l'animal médecin et l'animal parent. C'est un petit peu la suite de cette collection que vous allez bien sûr retrouver à la fin en sortant, et on vous invite vraiment chaleureusement à les prendre, à vous les offrir à Noël, parce que on est en pleine période de cadeaux de Noël, donc vraiment offrez ces livres parce qu'ils sont vraiment, vraiment super, parce qu'il y a plein de spécialistes qui viennent témoigner. Donc, Yolène choisit bien ces auteurs qui sont des scientifiques, des éthologues, vraiment des vrais spécialistes de la question. Et donc, ce 3e opus, en tout cas, il y en a eu d'autres, il y a eu les intelligences animales, etc. Mais là, ce soir, on va parler vraiment de l'animal féministe. Et comme Dominique le disait, on va vraiment avoir 2 gros sujets. Les animaux, bien sûr, on a toujours à apprendre d'eux. L'éthologie nous en apprend chaque année davantage, et on a vraiment de quoi s'inspirer pour nous, humains, de ce que font les non-humains. Et ce sujet-là en particulier, Yolène s'est entourée de 13 spécialistes. Alors, je ne vais pas tous les citer parce que ça va être un peu fastidieux, mais c'est vraiment des histoires qu'ils nous racontent. Donc, c'est très facile à lire. C'est agréable comme tout, parce qu'on est emporté dans les histoires, des anecdotes. On découvre des choses. Moi, je connais la question animale depuis maintenant pas mal d'années, et vraiment, on apprend des choses nouvelles, des choses incroyables. Donc, c'est un petit peu le petit teasing, et vous allez voir, on va explorer ce sujet de l'animal féministe en dialoguant un petit peu. Je vais poser des questions à Yolène, et puis après on gardera une petite demi-heure pour vos questions sur tout ce qui est raconté dans ce livre. Donc, avant de commencer, je voulais quand même qu'on fasse un petit hommage à une très, très grande dame. Une grande dame que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Jane Goodall, qui nous a quittés récemment. Et Jane avait rédigé l'avant-propos de l'animal féministe. Et donc voilà, c'est très émouvant de lire ces mots. C'est une personne extraordinaire. Et vraiment, Yolène, c'était une chance d'avoir son intervention dans l'avant-propos. Donc je vous invite bien sûr à le lire et voilà, à la remercier pour tout ce qu'elle a apporté à l'humanité, tout simplement. On va pas aller plus loin. Donc, aujourd'hui, on comprend beaucoup mieux l'importance du rôle joué par les femelles dans le monde animal, parce que là, on va rentrer dans le non-humain, donc on utilise le terme femelle. Et heureusement qu'on a beaucoup de scientifiques, de primatologues comme elle, qui ont été des pionnières, qui ont un peu ouvert la voie, parce que pendant longtemps, il faut dire que les scientifiques sur le terrain, c'était plutôt des mecs, plutôt des hommes. Et ils avaient un peu des biais. Ils avaient tendance à écrire ils étaient un peu influencés, et leur relevé était un peu parfois biaisé. Donc c'est pour ça que c'était très important d'avoir sur le terrain des femmes qui avaient leur regard de femmes aussi, qui ont pu découvrir des nouvelles choses. Donc voilà, donc, pendant très longtemps, on va revenir sur cette question. Les hommes étaient majoritaires dans le monde de la recherche, et ça a influencé aussi leurs observations. Donc qu'est-ce qu'on retenait avant ? Et qu'est-ce qui a changé maintenant ces dernières années avec ces éthologues, ces scientifiques femmes ? Qu'est-ce qui a changé par rapport à avant ?
Merci déjà, et puis je voudrais vraiment vous remercier d'être là, ça me fait très très plaisir et de revenir en Savoie parce que j'avais été femme en or de l'environnement, d'ailleurs Louis est par là, donc c'était une très belle époque, donc je suis ravie de revenir ici et merci d'être là et de m'accueillir aussi bien, je vous dis même les micros ont des petits coussins, c'est trop bien. Alors en fait, pour juste revenir 2 minutes sur Jane Goodall, qui est un héros, pour moi c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. En fait, il y a eu un homme, parce que les femmes réussissent dans cette société grâce aux hommes aussi. Et il faut pas, c'est pas une question de faire la guerre entre nous, au contraire, c'est de montrer qu'on est complémentaires. Donc il y avait un primatologue anglais dans les années 50, Louis Leakey, qui rêvait de retrouver l'origine de l'humanité. Et il a eu cette intuition incroyable. Il s'est dit, il faudrait que j'envoie des gens observer des primates, mais je vais pas prendre des scientifiques parce qu'ils ont des idées préconçues, puis je vais pas prendre d'hommes parce que ils ont aussi des idées préconçues. Je vais prendre des femmes qui n'y connaissent rien et elles vont être patientes, etc. Et donc, ça a été les trimates ou les angels de Louis Leakey. Il y a eu Birutė Galdikas, qui est partie à Bornéo pour les orang-outans. C'est grâce à elle qu'on connaît un peu mieux les orang-outans. Diane Fossey pour les gorilles au Rwanda, qui malheureusement s'est fait assassiner par des braconniers. Et Jane Goodall, jeune secrétaire qui n'y connaissait absolument rien, qui adorait les animaux au point de mettre des vers de terre dans son lit. Quand elle avait 1 an et demi, sa mère lui disait non, c'est pas comme ça que ça marche, mais elle trouvait que c'était trop mignon. Donc vous voyez, c'était Jane complètement. Et elle est partie seule. Il y a un film formidable que je vous conseille de regarder qui s'appelle Jane, où on la voit. Elle est partie toute seule et c'est elle qui a découvert que les animaux utilisaient des outils. C'était la première fois. Que les animaux avaient des personnalités. Avant, on donnait des numéros aux animaux. Elle leur a donné des prénoms. Que justement, les femelles disaient on m'a toujours dit que c'était les mâles qui dirigeaient tout. Non, les femelles... faut pas leur en compter, parce que sinon, elles ont mauvais caractère, etc. Et elle a donc, elle a été parmi celles, il n'y a pas qu'elle, mais elle a révolutionné le regard d'un milieu forcément patriarcal, parce qu'à l'époque, c'était très compliqué pour les femmes de faire des études scientifiques, etc. Donc, en effet, pour répondre enfin, je suis désolée à la question, on avait une idée... On a plaqué en fait notre vision assez binaire du rapport entre les hommes et les femmes sur les animaux. Donc on était à l'époque de King Kong d'ailleurs, cette époque-là, le mâle puissant, un peu dangereux, flamboyant, qui tapait sur sa poitrine, et puis derrière la femelle un peu peureuse, qui était là avec ses petits, à qui elle donnait à manger et qui attendait que le mâle donne les décisions. Un petit peu comme était l'époque dans les années 50. Et c'est vrai que depuis l'arrivée des femmes dans le milieu scientifique, qui a changé les choses, par exemple, ces femmes allaient complètement au contact, ce qui ne se faisait pas à l'époque. Les hommes étaient plutôt dans des voitures, ils regardaient avec des longues vues. Jane, et Diane Fossey aussi, elles ont choqué un peu le milieu scientifique au départ parce qu'elles sont allées vraiment voir les primates et se faire accepter par eux. Donc, elles n'avaient pas du tout la même façon d'observer les animaux. Et puis, forcément, elles avaient une sensibilité différente. Donc, c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, les deux visions font la richesse aujourd'hui de la biologie et font aussi que grâce à toutes les technologies modernes, les puces miniatures, ce qui fait que vous mettez une puce dans le cou d'un animal et vous pouvez le suivre pendant 3 mois, les drones qui permettent de les suivre. Grâce à tout ça, grâce à l'éthologie, cette science très récente qui est l'étude du comportement, grâce au progrès de la biologie, on est en train de découvrir des choses hallucinantes. Vous avez parlé tout à l'heure de l'animal médecin, les connaissances médicinales des animaux, c'est un truc complètement dingue en fait. On se demande même si on n'a pas inventé la médecine en regardant les animaux, et notamment la puissance des femelles qui sont et qui peuvent nous donner des leçons. On va en parler maintenant parce qu'elles sont autonomes, très libres sexuellement et très puissantes. Absolument. Donc, on va aborder le sujet un peu de plein pied. Parlons sexe, effectivement. C'est vrai que ça occupe une place importante dans ce bouquin parce que, il faut le dire, quand on observe certaines espèces, on peut observer donc toutes sortes de comportements. Et parmi les observations scientifiques qui ont été faites sur le terrain, est-ce qu'on a des exemples de femelles qui seraient sexuellement libres ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut parler de consentement aussi chez les animaux, et en particulier chez les femelles du monde animal? Alors, en fait, le consentement chez l'animal, il y a quelques espèces chez qui c'est compliqué.
Il y a quelques espèces où il y a des viols. On cite en général les colverts, les dauphins. On ne sait pas très bien, d'ailleurs, les biologistes ne savent pas expliquer très bien à quoi sert le viol dans la nature. Parce que les choses servent dans la nature. Les choses sont rarement gratuites. Ça prend trop d'énergie. Donc, on pense que ce sont souvent des ados un peu mal dégrossis, entre guillemets, qui se mettent en bande et qui sont un peu mus par l'envie, l'instinct sexuel et qui se jettent sur une pauvre femelle. Vous en avez aussi pas mal chez les batraciens, mais c'est quand même assez rare. Et dans l'ensemble, les femelles savent assez bien se débrouiller. Par exemple, chez les oiseaux, vous savez, chez les oiseaux, le sexe, ça se passe par le cloaque, une espèce comme une poche. Il faut que les deux poches soient face à face. Allez mettre votre cloaque en face de la cloaque, du cloaque de la femelle sur une branche, si elle n'a pas envie, c'est impossible. Hein. Même si vous êtes un super mâle, vous n'y arrivez pas. Allez violer une louve, bon courage. Elle sait très très bien se défendre. Allez violer une jument, bonjour. Les coups de pied, les morsures, etc. Donc dans la plupart des cas, les femelles se débrouillent très bien. Et elles ont développé justement, alors après, quand elles n'ont pas la force de se défendre elles-mêmes, elles développent des stratégies. Donc il y en a qu'on donne, qui sont... On peut parler du canard colvert, là. Voilà, justement. le canard colvert, par exemple, il a un pénis en forme de spirale. De spirale, voilà, cherchez mon terme, pardon. Et du coup, les femelles ont un vagin en forme de spirale dans l'autre sens pour que ça fonctionne. Et si jamais elles se bloquent, en fait, il n'arrive plus à sortir. Surtout, il n'arrive plus du tout à donner sa semence. Alors, elles peuvent se faire violer parce que justement, ça fait partie des peuples, enfin des espèces un peu violeuses, entre guillemets. Mais en tout cas, il n'arrive pas à donner sa semence. Or, c'est ça qui l'intéresse pour faire de la reproduction. Mais vous avez des libellules qui font semblant de mourir. Par exemple, elles tombent comme ça. Des grenouilles aussi, comme ça, en faisant semblant de mourir pour que le mâle passe en disant « Oula, elle a l'air morte, elle n'a pas l'air en bon état, celle-là, donc je vais passer en voir une autre. » Vous avez la taupe. Moi, ça, j'adore. La taupe, je la trouve géniale. Elle a un vagin. Alors, elle a un vagin déjà on se demande si c'est vraiment un vagin parce qu'elle en a dans le pantalon, comme on dit. La taupe, faut pas elle est un peu femme forte, on va dire pudiquement. Et elle a un vagin qui se ferme hermétiquement, comme une boîte de conserve, dès après la période de reproduction. Donc elle, par exemple, c'est impossible de la violer. Donc en fait, il y a énormément de stratégies comme ça pour que les femelles soient consentantes et ne se fassent pas violer. Mais après, il y a d'autres formes de liberté sexuelle, donc je pense qu'on va parler maintenant. Tout à fait, on va en parler. Par exemple, on peut dire un mot sur des comportements qui ont été observés qui seraient homosexuels. Parce que ça s'est vraiment documenté sur le terrain. Mais ce que les chercheurs, les scientifiques expliquent, c'est qu'en fait, ça favorise aussi certaines choses comme l'autonomie, l'égalité, l'harmonie dans les groupes. Et là, donc, qu'est-ce qu'on a comme exemple dans le règne animal, justement, de ces choix en fait, que les animaux font. Est-ce que c'est notre interprétation Est-ce qu'on peut parler de comportement homosexuel? Est-ce que c'est pour le plaisir ou est-ce qu'il y a une fonction scientifique particulière? Alors ça, c'est toute la question évidemment aujourd'hui, parce que quand vous faites de la recherche, vous avez tendance à faire ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire à calquer des idées humaines sur les animaux. Donc savoir pourquoi ils le font, c'est difficile, mais on avance beaucoup sur notamment le sujet de l'homosexualité. En fait, depuis le XVIIIe siècle, il y avait des chercheurs qui voyaient bien, avec les hannetons notamment, ils mettaient des hannetons et les hannetons allaient toujours vers les mâles. On avait beau, même en période de reproduction, leur mettre des super femelles ravissantes et tout, ça les intéressait pas du tout, ils retournaient vers les mâles. Donc évidemment, les scientifiques qui s'en sont rendus compte n'ont rien dit, parce que là, c'était le bûcher direct, donc à l'époque, ça se faisait pas. Et donc pendant des années, on n'a jamais rien dit. Et puis dans les années 60-70, ça a commencé à se libérer. Et là, on a découvert qu'il y a énormément d'homosexualité dans la nature. C'est pour ça que quand on dit c'est pas naturel, alors si, c'est très très naturel même. Vous avez tout en fait dans la nature, de l'homosexualité masculine, féminine, des troupes, des harems tenus par un mâle, des harems tenus par une femelle. En fait, tout existe parce que, pour plein de raisons, essentiellement pour des raisons pragmatiques. C'est ce qui est le plus facile, le plus commode pour survivre, pour faire survivre son espèce et pour procréer. Mais on découvre aussi que ça peut être pour le plaisir.
Donc ça, c'est très nouveau, comme on a quelques spécialistes de la sexualité animale, et on a découvert que ça pouvait être vraiment pour le plaisir, ou alors ça peut être très politique. Par exemple, les bonobos, chez les bonobos, chez la plupart des espèces, c'est les mâles qui, à l'adolescence, quittent le groupe pour éviter la consanguinité génétique. Donc, c'est par exemple les éléphants, tous ces animaux-là, le mâle va partir, les orques, etc., et va aller fonder une famille ailleurs. Et on en parlera tout à l'heure, mais c'est une des découvertes aussi assez récentes des communautés matriarcales entièrement avec que des femelles. Chez les bonobos, c'est le contraire. C'est la femelle qui part à l'adolescence. Donc, elle quitte sa famille et elle va essayer de trouver une autre famille. Et quand elle arrive dans un autre groupe de bonobos, faut qu'elle se fasse accepter, faut qu'elle se fasse son réseau, comme on dit aujourd'hui. Et donc, comment elle fait ? Par le sexe. Parce que les bonobos, on les a appelés, surnommés les hippies de la forêt. C'est vrai que c'est des vrais hippies, ils sont végétariens. Et ils sont pacifistes. Il y a très très peu de conflits, en tout cas pas de conflits très graves par rapport aux chimpanzés qui sont beaucoup plus violents. Et ils font l'amour et pas la guerre. Et eux, nous on a essayé, ça n'a pas marché, hein. On voit où on en est aujourd'hui. Eux, ça marche très bien. Et c'est vrai que la sexualité chez eux est vraiment une stratégie comme une autre, hein, pour détendre l'atmosphère. Dès qu'il y a tout d'un coup, parce qu'il y a des conflits comme chez tous les êtres vivants. Donc parfois il y a des conflits, il y a deux mâles par exemple qui commencent à s'énerver. Aussitôt, ça a été validé, filmé, prouvé, etc. Aussitôt, vous avez une ou deux femelles qui arrivent, allez hop, un petit câlin, on s'envoie un peu en l'air. Et puis bon, ça va beaucoup mieux. Et du coup, tout le monde repart tranquillement. Et donc, les jeunes femelles, elles savent que par le sexe, elles vont pouvoir avoir un réseau. Donc, elles arrivent, elles font l'amour, parce qu'ils font vraiment l'amour, en se regardant de face, avec des baisers, etc. Elles font l'amour avec toutes les femelles. Alors là, je veux dire, il n'y a pas de problème d'âge, de cousinade, etc. C'est très relax, on va dire, chez les bonobos. C'est assez libre, on va dire, très, très libre. Elles font l'amour avec toutes les femelles et elles se sont créées un réseau. Ça y est, elles appartiennent en fait au réseau des femelles. Et à partir de là, elles sont fortes face au mâle. Et les bonobos, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais moi, c'est une des grandes leçons que j'ai tirées de ce livre, c'est l'union incroyable des femelles dans la nature. Et les bonobos, pour ça, donc même s'il y a un mâle un peu nerveux, les femelles font face. Justement, ça tombe bien parce que je voulais qu'on parle un petit peu de cette coopération, cette empathie, cette capacité qu'ont les femelles en fait à réussir à créer cette harmonie comme ça dans les groupes. Et là, je pensais aussi à tout ce qui était les cétacés et les éléphantes. Ça, j'ai trouvé ça très touchant, ce qui est raconté, les histoires qui sont racontées dans ce livre. Donc, qu'est-ce qu'on a comme exemple justement de coopération grâce aux femelles qui réussissent à commencer un petit peu à en parler, mais à rétablir cette harmonie dans les groupes? En fait, une des forces des femelles, c'est qu'elles font les petits. Donc ça change tout par rapport aux mâles. Elles n'ont pas le même boulot que les mâles. Donc seules, sauf, je ne parle pas des solitaires évidemment, la maman ours, elle va élever toute seule son bébé ou ses petits pendant 2 ans, mais ça c'est encore autre chose, c'est une sacrée maman courage. Là je parle des femelles qui vivent en collectivité. Sans le troupeau, elles n'y arrivent pas, c'est trop compliqué. Donc en général dans ces troupeaux-là, l'enfant est vraiment l'enfant roi. C'est très difficile de faire un petit, hein. Vous savez bien que les petits meurent très vite, en grande majorité. Donc chez les éléphants, par exemple, quand il y a un bébé qui naît, on le voit d'ailleurs, tout le monde s'approche, ils se mettent autour, ils aident la mère, etc. Chez les cétacés, c'est extraordinaire. Donc il y a déjà par l'enfantement et par la difficulté de l'enfantement, déjà une union énorme. Et en plus, ce qu'on a découvert donc il y a une dizaine d'années, c'est ces fameuses communautés qui vivent entre femelles. Alors pas toutes, parce que les dauphins, par exemple, elles ne vivent pas entre femelles, mais elles ont entre elles une solidarité énorme. À l'accouchement, il va y avoir des sages-femmes qui vont venir, qui vont aider la mère à accoucher, qui vont amener le petit pour respirer si la mère est trop fatiguée. On voit aussi des choses intéressantes. On a toujours dit que l'instinct maternel, c'était naturel. En fait, en étudiant les animaux, on se rend compte que c'est pas vrai. Vous avez des tas de mères qui n'ont aucun instinct maternel. Alors, elles vont l'apprendre. Souvent, elles ont des mères expérimentées qui viennent leur apprendre comment s'occuper du petit, comment le nourrir, etc. Et parfois, elles n'apprennent jamais. Chez les orques, par exemple, on a observé des mamans orques qui n'ont pas envie d'avoir de petits. Donc, dans ce cas-là, le petit est pris en charge par une nourrice
il y en a beaucoup. Et donc, les femelles se organisent des crèches, s'entraident, etc. Et dans ces communautés, c'est souvent des communautés, ce qu'on appelle matriarcales, donc chez les éléphants, justement, où c'est tenu par la grand-mère qui s'occupe de ses filles, de ses petites filles, et qui dirige le groupe, alors au point qu'il y a eu... C'est ça qui est génial dans l'éthologie, en fait, c'est qu'on étudie le comportement des animaux pour mieux comprendre le comportement des humains. Et ça, j'adore cet exemple, c'est ce que les scientifiques appellent l'effet grand-mère. Ils se sont rendus compte que chez des animaux qui avaient des ménopauses, comme nous, chez les orques ou chez les éléphants, c'était toujours la grand-mère qui dirigeait le groupe, parce que chez les orques, on ne dit pas un troupeau, c'est un pod, mais bref. Et en tout cas, la famille, on va dire, et que quand la grand-mère mourait, c'était un peu la catastrophe. Il y avait une déstabilisation du groupe, il y avait plus de mortalité, il y en avait qui partaient, c'était compliqué, etc., etc. Et du coup, ils ont fait des études, ils ont fait des études au Canada, ils ont étudié des chiffres durant tout le XVIIIe siècle et jusqu'à la moitié du XIXe, et ils se sont rendus compte que c'est pareil chez les humains. Quand la grand-mère vivait dans la famille était stable. Et dès que la grand-mère soit mourait, soit quittait la famille, il y avait plus de décès, plus de complications, etc. Et en fait, c'est logique. La grand-mère, c'est celle qui connaît, c'est la sage. Donc, c'est elle qui va connaître les endroits où il faut chasser, comment trouver de l'eau, les bons chemins, comment éviter les prédateurs, etc. Et donc, elle a cette sagesse et elle transmet. Elle est complètement dans la transmission. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une culture animale. Ça aussi, ça fait partie des choses nouvelles. Avant, la culture, c'était forcément les humains. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une culture, que... il y a une culture locale. Les oiseaux d'ici ne chantent pas comme les oiseaux de Bretagne chez moi ou les oiseaux du Sud. Il y a un accent local, il y a des tonalités locales. Les baleines, je viens d'interviewer un spécialiste hier, Olivier Adam, des baleines. Les baleines du Nord ne chantent pas comme les baleines du Sud, etc. Il y a une culture liée aux habitudes, à l'environnement, à la famille, etc. Et donc, toute cette culture, elle est transmise par les femelles et beaucoup par la matriarche. Du coup, je suis partie un peu dans tous les sens. C'était tout à fait ça. C'est un sujet. Ouais. C'était sur l'entraide, la coopération. Donc, on voit la place qu'occupent ces femelles. Et justement, ça me faisait passer à la question suivante. Est-ce qu'on a des exemples ou des histoires aussi de femelles puissantes, hein, comme on peut dire aussi ici, pas sans aller jusqu'à dire autoritaire, mais... Là, j'ai lu dans cet ouvrage vraiment où on apprend des choses incroyables, qu'on pouvait par exemple avoir des hyènes qui étaient testostéronées. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des femelles qui sont apparentées un peu au mâle et comment ça se passe? Et puis aussi, là, je voulais, après, on pourra aborder la question aussi des insectes, parce que c'est quand même un pan important. Il y a François Lasserre qui est intervenu, qui est vraiment un insectologue passionnant sur le sujet, et on parle aussi des abeilles un peu monarchiques. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a dans le règne animal des femelles autoritaires et qui font un peu la loi, quoi? Alors en fait, dans la nature, il y a deux choses dans la question. On va parler après des femelles autoritaires. Sur le pouvoir, en fait, on se rend compte que une femelle, elle apprend à diriger un individu et un groupe. Or, quand vous êtes un homme de pouvoir, ou une femme de pouvoir, quand vous êtes quelqu'un de pouvoir, votre talent, c'est ça. Celui qui sait vraiment diriger un groupe, c'est celui qui est capable de savoir comment vont chacun de ses salariés, par exemple, ou de ses élèves s'il est prof ou je sais pas quoi, et en même temps le groupe. Et par leur fonction, la femelle, on le voit très bien chez les chevaux, chez les juments, à la fois, elle sait exactement ce que son petit veut, comment le protéger, comment l'éduquer. Donc, elle est complètement sur une intelligence émotionnelle individuelle et en même temps, elle a le sens du groupe parce que sans le groupe, elle ne peut pas vivre. Et c'est cette dualité de force qui rend les femelles très sages et très fortes, alors que le mâle, dans la nature, il défend le groupe. Il va moins s'occuper du petit. Donc, il va moins avoir cette intelligence émotionnelle individuelle. Donc, ça, c'est une des grandes forces des femelles qui font que chez beaucoup d'animaux, les femelles sont très puissantes, en effet. Et chez les chevaux, par exemple, on voit toujours... Moi, j'ai des chevaux, je le vois. On voit toujours le mâle qui fait le beau, qui piaffe, etc. Mais souvent, quand il s'agit de changer de champ et que tout le monde a un peu peur, parce que les chevaux, c'est des animaux qui ont peur,
Bon, c'est la bonne vieille femelle tranquille, la jument, la carré, boum, 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 et elle y va. On sent qu'elle a une sagesse, que le mâle n'a pas. Et une fois de plus, c'est pas une question de juger, hein, c'est pas une question de se. C'est que chacun est dans son rôle. Le mâle va être plus puissant, plus nerveux pour protéger son troupeau. Donc, mais certaines sont en effet masculine, mais ça c'est encore une façon très, très humaine, très anthropomorphique de le dire, parce qu'en fait ça ne veut rien dire dans la nature, mais bon, à la sauce humaine on va dire qu'elle est plus masculine entre guillemets. En effet il y en a 3 qui sont vraiment l'exemple typique, il n'y en a pas beaucoup dans la nature, mais il y en a quand même 3 qui sont typiques de femelles teigneuses, violente et franchement pas cool. Donc la hyène, la suricate, sous son air de petite nounours toute mignonne, c'est une teigne insupportable. Et le ratope. Alors le ratope, par exemple, c'est une reine. Alors elle, autant l'abeille, c'est pas une reine, c'est une pondeuse. La reine du ratope, c'est une vraie reine qui passe son temps en fait à sillonner la galerie pour semer la terreur. Il n'y a pas d'autre terme. Elle mord tout le monde. Elle fait régner vraiment la terreur. Elle est la seule à procréer et donc à élever sa famille avec les autres ratopes qui sont ses esclaves, qui passent leur temps à travailler, à nourrir ses petits, à entretenir la galerie, etc. Les suricates, c'est pareil. Je dis, elles ont l'air toutes mignonnes, mais c'est dirigé par alors on n'appelle pas, on dit pas une reine, mais enfin une dominante, qui est franchement pas sympa, qui se débrouille pour être la seule à procréer. Elle mord ses sœurs, elle peut tuer les petits, elle mange leur nourriture. Enfin, elle est vraiment très très dure. Mais c'est vrai que les suricates et le ratope, qui ont des vies quand même très difficiles, parce que c'est pas très marrant, ils arrivent. C'est une stratégie comme une autre. Ils arrivent à perpétuer l'espace. Et ensuite, là, il y a la hyène. Alors là, la hyène, c'est un animal génial. C'est un animal qui n'est pas très aimé parce qu'elle a un rire un peu qui fait un peu peur, ce qui est très dommage parce qu'en fait, ils ont des vocalises extrêmement intéressantes avec une richesse de communication très intéressante. C'est un animal qui est incroyable. Mais par exemple, la hyène, elle a une testostérone de malade. Je ne me souviens plus le chiffre, je le donne parce que c'est Loïc Bollage qui donne le chiffre. Et là aussi, c'est quelque chose qu'on découvre depuis très peu de temps. On a toujours pensé que la testostérone, c'était vraiment propre au mâle. Pas du tout, en fait. Il y a des mâles qui n'ont pas beaucoup de testostérone et il y a des femelles qui en ont beaucoup. C'est pour ça qu'on peut avoir des femmes masculines et des hommes plus féminins. Et donc, les hyènes femelles, je m'en mêle les pinceaux, femelles sont testéronées, mais de malades, quoi. Elles sont plus grandes, elles sont plus puissantes, elles sont plus agressives, elles sont très agressives. Avec le mâle hyène, je peux vous dire que il fouette un peu et il a intérêt parce qu'il s'en prend une si jamais il ose dire quelque chose et il est très très soumis, c'est un peu comme les chiens, vous savez, ils se soumettent avec des postures, etc. Et lui, il n'emmène pas large. Et là, les hyènes sont dirigées par c'est une vraie monarchie comme chez nous autrefois, avec une reine qui va donner le pouvoir à ses filles et hors d'elle, personne n'a le pouvoir et tout le monde obéit. Mais là aussi, alors que ce sont des animaux avec beaucoup de prédateurs et quand même pas très aimés des humains, elles arrivent à peu près à maintenir leur population. Donc ce sont des stratégies. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, dans la nature, tout existe. Vous avez des mères, vous avez des femelles super rudes, vous avez des mâles tout doux, comme l'hippocampe qui est enceint avec tous ses bébés, qui s'occupe des bébés, qui s'en occupe. Vous avez tout, en fait. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'on voit cette diversité et on apprend énormément de choses justement en lisant tout ce que les auteurs sont venus raconter. Alors juste une petite aparté, je ne sais pas si vous voyez un peu à quoi ça ressemble un ratope. Pour les personnes qui ne connaissent pas, allez voir une image, c'est impressionnant. C'est pas très joli. Mais voilà, c'est pour voilà, comme ça, vous pourrez dire en sortant de cette conférence que vous avez peut-être connu un nouvel animal, mais c'est assez extraordinaire. Parce que, juste pour dire, c'est un animal qui a quasiment pas de peau, enfin de poils. Il a une peau très laide, donc c'est comme s'il avait il avait perdu tous ses poils. Et d'ailleurs, il a une peau extraordinaire qui résiste à quasiment tous les cancers, etc. Donc ça intéresse beaucoup les scientifiques parce qu'ils ont une peau assez fascinante. Donc on est en train de travailler beaucoup là-dessus. Et ils ont 2 espèces de dents immenses devant pour pouvoir faire les galeries. Donc c'est vrai qu'ils ne sont pas très gâtés par la nature.
à la sauce humaine, une fois de plus. Eux, ils se trouvent très beaux. Mais nous, ça ne correspond pas tout à fait à nos critères de beauté. Voilà. Et il y a aussi un sujet que je pense qu'il va ouvrir après les discussions, mais je pense que c'est important d'en parler. On voit que les femelles, elles ont leur rythme, et comme on disait un petit peu au début, quand elles sont pas prêtes, quand c'est non, c'est non. Donc il y a un rythme à respecter pour vraiment quand même la plupart des femelles, que ce soit chez les oiseaux ou les mammifères. Et moi, ce qui me questionne, c'est aujourd'hui, pour nos animaux domestiques, de compagnie, d'élevage, on leur laisse pas vraiment le choix. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure des juments. Quand on a des chevaux, on décide de dire voilà, j'aimerais bien que mon animal est un petit, un bébé. En fait, c'est quand nous on veut, et puis c'est nous qui choisissons le mâle, mais ça se passe pas comme ça du tout dans la nature. Donc c'est vrai que ça questionne un petit peu de notre intervention, et est-ce que justement toutes ces études et ces témoignages d'éthologues ne viendraient pas un peu nous faire réfléchir à la façon dont on devrait vraiment les reconsidérer, ces animaux, en se disant mais oui, eux aussi ont leur vie intime, et il faut apprendre à connaître leurs spécificités, parce qu'ils sont tous différents, ils ont tous leur identité, ils ont tous leur personnalité, et maintenant ça on le sait, ils sont capables d'émotion, de sentience, de ressentir. Donc est-ce que tout ce qu'on lit là, ça nous amènerait pas à réfléchir à la façon dont on les traite, et notamment pour tout ce qui est reproduction, etc. Parce que on fait moins les malins quand on se dit, on leur impose quand même beaucoup de choses. Alors ça serait le rêve, mais je crois qu'on n'en est pas là. Quand on parle des chevaux, par exemple, c'est vrai que faire reproduire une jument, c'est horrible, c'est affreux en fait. Évidemment qu'elle ne veut pas. Il n'en est pas question. Donc, en fait, vous avez un pauvre étalon qui, en général, est enfermé parce qu'il est hystérique. Donc, dès qu'il voit une jument, il devient fou. Donc, déjà, la vie d'un étalon, c'est pas drôle. Il est souvent en boxe, etc. Et c'est des chevaux qui peuvent devenir dangereux. Donc, après, on va dire il est méchant. Non, c'est qu'il n'a pas du tout la vie qu'il aimerait avoir. Un cheval, il n'est pas vraiment heureux dans un box. Et quant aux juments, là, c'est horrible. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'est affreux, quoi. On les attache, on les attache dans une espèce de cage en fer, et puis on fait venir l'étalon, donc c'est du viol en fait. Oui, bien sûr, mais malheureusement, je crois que si déjà on pouvait juste, même sur d'autres choses, apprendre à respecter les animaux comme ils en ont envie, il y a beaucoup de chemin, même s'il y a beaucoup de progrès, je trouve, fait en ce moment. La preuve, c'est que vous êtes là et que l'animal est un sujet qui intéresse de plus en plus les humains, et tant mieux. Mais je voudrais revenir sur cette idée de c'est quand je veux, etc. Il y a deux choses dont on n'a pas encore eu le temps de parler qui sont, que moi je trouve fascinantes chez les stratégies des femelles pour choisir en fait quand elles veulent procréer, et pour en fait maîtriser la paternité, même si les mâles ne sont pas au courant. C'est déjà la spermathèque, qui est quand même une invention de la nature géniale. C'est une poche où elles mettent le sperme de tous les mâles avec lesquels elles vont copuler. Parce qu'il faut savoir que là aussi, ça fait partie des idées fausses qu'on avait. On a toujours fantasmé sur la fidélité. Les animaux, les oiseaux sont fidèles, etc. C'est totalement faux, en fait. Grâce à l'ADN, maintenant, on fait des analyses, et on s'est rendu compte qu'en fait, il y a 7%, on pense, 7% seulement des espèces où il y a de la fidélité. Vous avez les loups, ça c'est des couples à vie, les gibbons, les perroquets, les cygnes. Il n'y en a pas tellement d'autres. Les autres, ils font semblant d'être fidèles, mais en fait, ils vont quand même se taper le voisin dès qu'elles peuvent. Et la plupart des mésanges, des rossignols que vous voyez en disant « Oh, ils sont trop mignons dans leur nid, etc. » Je peux vous dire que les petits, ils ne sont pas forcément du père. Et il n'est pas très au courant. En fait, une fois de plus, c'est très pragmatique pour la femelle. En fait, en allant voir plein de mâles, elle va être sûre d'avoir un sperme de bonne qualité, parce qu'est-ce qui l'intéresse, c'est d'avoir des oisillons ou des petits qui soient capables de survivre, qui soient en bonne santé et qui ne meurent pas trop vite. Donc, il y a cette stratégie incroyable de la spermathèque qu'on voit chez les insectes, chez les chauves-souris, chez les poules, donc où elles gardent le sperme, et c'est elles qui vont décider quand est-ce qu'elles vont le fertiliser pour avoir un petit. Donc, ça peut être très court. Chez les poules, ça va être 15 jours. Après, il est plus de bonne qualité. Mais pour l'instant, il y a un des scientifiques qui donne le record chez une fourmi, 30 ans. C'est
incroyable, c'est hallucinant, quoi. Donc ça, c'est déjà une stratégie que j'adore. Et alors la deuxième, c'est incroyable aussi, qu'on découvre depuis assez peu de temps, c'est la parthénogénèse, donc qui existe chez les insectes depuis pas mal de temps, ça on le sait. Donc ça, c'est un process chimique qu'on ne connaît pas très très bien, on n'est pas capable vraiment de le décrire, qui permet à la femelle de faire un bébé toute seule. Vous savez, notre fantasme des années 70, je veux un bébé toute seule, je ne sais plus qui chantait ça. Coleman. Et ben, elles le font depuis très longtemps. Et en fait, on s'en est rendu compte, il y a 5-6 ans, ça a fait l'effet d'une bombe. Il y a eu une femelle requin dans un aquarium qui a fait un bébé alors qu'elle n'avait jamais rencontré un mâle. Alors ils se sont dit, c'est quoi ce machin là, d'où ça sort? On a eu la même chose avec des condors dans des zoos. Et en fait, c'est sans doute c'est comme ça pour l'instant qu'il l'explique, c'est une stratégie pour quand il n'y a pas de mâle, pouvoir quand même faire des bébés toute seule. Et ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant dont il parle dans le livre, c'est que, en fait, les femelles en soi sont capables de se reproduire toutes seules. Au début, le monde était féminin. Et en fait, le livre commence comme ça, par un propos très provocateur vis-à-vis des hommes. Mais contrairement à ce qu'on nous a dit sur Ève qui vient de la hanche d'Adam, c'est le contraire. En fait, le monde a toujours été féminin au départ. Il y a 800 millions d'années, il n'y avait que des femelles. Il n'y avait que des femelles qui se clonaient. Parce que pour reproduire, il faut être une femelle. Le mâle, pour l'instant, ne sait pas le faire. Et on ne sait pas très bien pourquoi les mâles sont arrivés. Les mâles sont une invention de l'évolution. Donc, il y a pour l'instant, plusieurs hypothèses. La plus évidente, c'est la richesse génétique. Parce que si les femelles peuvent se cloner, il y a un moment où l'espèce sature, l'espèce se fatigue, l'espèce tourne en boucle et finit par s'éteindre. Donc c'est la diversité et la richesse génétique. C'est aussi, moi j'aime bien cette explication, je la trouve sympathique, c'est aussi pour le plaisir. Parce que certains spécialistes de la sexualité disent les femelles, elles sont comme les femmes, si jamais c'est qu'une corvée, à se taper un mâle pas toujours très adroit, qui est un peu nerveux, qui s'est battu avec les autres, et puis qu'après c'est très énergivore, faut se taper le petit, le nourrir, prendre... Il y a plein de femelles qui se diraient finalement la reproduction, le groupe, je m'en fous, hein, etc. Donc évidemment je caricature quand je le dis de manière un peu très grand public, mais pour les biologistes c'est sans doute que le mâle a comme but de rendre par la séduction tout ce qui se passe, c'est tout un moment la reproduction chez les animaux, tous ces chants, toutes ces danses, tout ce que fait le mâle, et puis le plaisir, parce qu'on découvre qu'il y a du plaisir chez beaucoup d'animaux. Il y a de la tendresse, il y a des préliminaires, il y a de l'orgasme. Enfin, c'est pas du tout des animaux qui copulent comme des bêtes, comme on nous l'a toujours dit. Hein. Donc le mâle aurait ce rôle-là. Mais il y a sans doute d'autres rôles qu'on va découvrir, parce que je vous dis, c'est quand même quelque chose de très très nouveau. Tout ça, et ce sont on est en train d'étudier en fait. On est en train d'étudier tous ces sujets-là. Justement, avant de vous passer la parole et de discuter un petit peu et de poser des questions, qu'est-ce qu'on peut, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut nous en retenir, nous humains, comment est-ce que ça peut nous inspirer pour être peut-être des meilleurs humains, tout ce que racontent ces histoires qui sont dans ce livre et puis dans les autres, hein, on parlait de l'animal médecin, l'animal parent tout à l'heure. Comment on peut s'en inspirer pour faire mieux? Est-ce qu'il faut juste aller lire plus d'études scientifiques? Est-ce qu'il faut lire plus de livres comme ça? Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire pour se dire, oui, finalement, on a beaucoup à apprendre d'eux et peut-être regagner un peu en humilité, peut-être, parfois? Il y a plein de choses où on peut s'en inspirer. Évidemment, l'humilité, vous avez raison, parce que l'humain est un animal fabuleux, avec une intelligence abstraite géniale, mais il y a des tas de choses qu'il ne sait pas faire. On s'en rend compte. Donc, il faut qu'il redescende un peu de son piédestal et qu'il se dise qu'il y a d'autres animaux qui font des choses extraordinaires. Et donc, déjà, en effet, être un peu plus humble par rapport aux autres êtres vivants. Je dirais aussi être plus tolérant. Moi, c'est ce qui me passionne dans le fait de travailler sur les intelligences animales. Ça vous rend très tolérant parce qu'en fait, tout existe dans la nature. Rien n'est mal. Tout est bien.
Et je trouve que c'est une grande leçon à nous donner, nous qui sommes quand même très enfermés dans des idées préconçues. C'est pas notre faute, hein, qui a été faite par la magnificence de nos sociétés aussi, nos religions, nos systèmes de pensée, politiques, philosophiques, etc. Très bien. Mais du coup, on en a sorti des idées un peu toutes faites et la nature balaye tout ça. Et donc, je trouve qu'il y a une grande tolérance. Ensuite, l'union, on en a parlé, je ne vais peut-être pas le développer, mais franchement, l'intelligence collective et le sens du groupe chez les animaux est incroyable. Et ça, je trouve que c'est une vraie... Est-ce que j'ai encore le temps de raconter juste une anecdote ou pas ? Oui, Parce qu'il y a un animal que j'adore pour ça, c'est la chauve-souris, qui est un animal qui n'est pas très aimé. Et Laurent Tillon, qui est un grand spécialiste des chauves-souris en France, raconte... alors là aussi, ce sont des sociétés matriarcales, on ne savait pas, elles vivent entre femelles. Comme je vous le disais tout à l'heure, elles ont des crèches, elles s'entraident. Quand il y en a une qui ressort, qui arrive de la chasse, bredouille, les autres vont la nourrir pour pas qu'elle ait faim et qu'elle soit en fragilité. Si elle ne revient pas, si elle se fait tuer, aussitôt le petit est adopté par les autres. Mais ça, on le retrouve chez beaucoup d'animaux, hein, chez les dauphins. On retrouve beaucoup cette solidarité qui est vraiment très propre à l'espèce, la plupart des espèces. Mais chez elles, on a découvert un truc il n'y a pas très longtemps, c'est que quand l'époque est très mauvaise, il fait trop chaud, il fait trop froid, il n'y a pas assez à manger, etc., etc., quand elles sont pleines, certaines... On ne sait pas comment, on ne sait pas qui décide, mais certaines vont s'auto-avorter. On ne sait pas comment, par quel procédé chimique elles arrivent à s'auto-avorter. Et à partir de là, elles vont devenir chasseuses et nourrices. Elles vont prendre le risque, alors que j'ai bien dit que l'époque était dure, hein, donc c'est déjà pas une époque marrante. Elles vont partir chasser pour aller nourrir les femelles pleines et pour devenir leur nourrice. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'humaines qui, dans une période difficile, serait prête à aller se faire avorter pour pouvoir nourrir la voisine qui est enceinte? J'en connais pas beaucoup. Moi, je suis pas sûre que je le ferais. Enfin, je l'aurais fait. J'ai passé l'âge. Mais voilà, ça, c'est un exemple typique. Voilà, ça, je trouve que ça rend incroyablement tolérant et admiratif de ce sens inouï du groupe et de l'autre que les animaux ont vraiment là-dessus. Et puis, je crois que je ne sais pas si je pense que c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que ça nous fait ouvrir sur des sujets sociétaux qui sont très, on va dire, actuels, parce qu'on a une tendance un peu à se refermer, nous, en tant qu'êtres humains, un peu sur nous. On a ça depuis le Covid, c'est compliqué, alors qu'on sait que ce qui rend vraiment heureux les êtres humains, c'est les relations sociales de qualité. Absolument. Et les femmes jouent un grand rôle, justement, pour faire ce lien. Et bien sûr, je pense que s'inspirer de ce qui se passe dans le règne animal, c'est bien, mais c'est vrai qu'on ne connaît pas encore tout ce qui se passe. Donc, voilà, par ces temps qui courent, on sent aussi un petit retour un peu nauséabond du masculinisme. Hein. Excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est vrai. Hein. On a, qui vient un peu des États-Unis, un retour en force de les femmes, ça commence à bien faire, retournez chez vous. Bon, on l'a pas trop chez le règne animal, dans le sens où c'est... Là, chez nous, c'est politique. Est-ce que les animaux font de la politique? Est-ce que ça risquerait d'arriver dans le monde animal? Des choses comme ça, j'en sais rien. Hein, je me questionne là. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'à l'heure actuelle, s'imprégner de ce qui se passe dans les cultures animales et de se rappeler que, effectivement, les femelles, c'est pas parce que d'ailleurs elles ont pas forcément les plus beaux plumages. On parlait tout à l'heure, les mâles, souvent, surtout chez les oiseaux, c'est ceux qui sont les plus flamboyants, les plus grands, les plus beaux. Et c'est pas toujours vrai, parce qu'on a vu qu'il y avait des femelles qui pouvaient être beaucoup plus costaudes, que ce soit chez les grenouilles aussi ou d'autres. Et donc là, vraiment, c'est bien peut-être de s'en inspirer, de voir ce qui peut advenir pour nous. Est-ce qu'on n'aurait pas tendance à vouloir un peu coopérer pour survivre à l'heure où ça devient compliqué pour nous dans notre environnement? C'est une question à laquelle j'ai pas de réponse. Peut-être qu'on peut en discuter ensemble, parce qu'on va tout doucement arriver au temps des questions-réponses, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Le livre est très dense, on ne peut pas non plus tout raconter ce qu'il y a dedans, parce qu'on veut que vous le lisiez, mais il y a vraiment plein d'anecdotes. Est-ce qu'il y en a peut-être une histoire encore qui est très marquante? Peut-être, je ne sais pas, quelle a été l'histoire la plus marquante en écoutant ces auteurs et ces spécialistes? Plein de choses.
dans les choses un peu marquantes dont j'ai pas eu le temps de parler, c'est qu'on sait pas très bien ce que c'est qu'un mâle et on sait pas très bien ce que c'est qu'une femelle. Ça, c'est quand même incroyable, quoi. C'est le début du livre. C'est qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de dire qu'est-ce que c'est qu'un mâle et qu'est-ce que c'est qu'une femelle, parce que dans la nature, ça ne veut rien dire. Et donc, il y a plein d'hermaphrodites, il y a plein nos grenouilles rousses qu'on entend au moment des amours, elles naissent femelles, elles vont devenir mâles en fonction de la chaleur. Le Nemo, le poisson clown, ils sont tous mâles. Et il y en a un qui va devenir une femelle pour diriger le groupe. Ils sont toujours dirigés par une femelle qui est beaucoup plus grosse que les autres, qui est très très violente. On parlait tout à l'heure du côté un peu... elle est beaucoup plus violente que les autres et elle protège son groupe. Et si elle meurt, son compagnon, parce qu'elle vit en couple, va devenir femelle. Et là, il y a une guerre de succession de tous les petits mâles qui sont tout petits. Et ils vont essayer de devenir le plus gros possible pour être le compagnon de la nouvelle femelle. Donc là, on voit que c'est politique. Donc en fait, c'est très compliqué. Et les scientifiques disent on n'a pas de définition exacte. Donc ça, moi, je trouve que ça aussi, c'est la plus... Enfin, j'adore cette idée que rien n'est acquis, tout est complexe, tout est nuancé. Et je trouve que ça, c'est une très belle leçon que la nature nous donne, en fait. C'est cette espèce de diversité extraordinaire où tout est possible en fonction des circonstances, en fonction d'une stratégie, en fonction, on ne sait pas très bien, et plein d'autres choses qu'on va découvrir. Je voudrais quand même juste reprendre sur ce que vous disiez. On a quand même, heureusement, on est aussi un animal très solidaire. Et heureusement, on a beaucoup d'exemples de solidarité, de groupe. Et ça, je crois que c'est quand même une des choses qu'on ne peut pas enlever aux humains. On sait faire la guerre, malheureusement, mais on sait aussi vivre en paix et s'entraider. Et heureusement, c'est grâce à ça qu'on est là aujourd'hui. Hein. Je crois que l'entraide, c'est ce qui a fait l'intelligence et le succès de l'être humain. Absolument. C'est juste pour souligner que depuis quelques années, bien sûr. C'est un petit peu mis à mal. On est en train de se diriger vers on ne sait quoi, des temps peut-être un peu plus mouvementés, un peu plus fluctuants, comme on peut dire. Donc oui, non, bien sûr, on est une espèce qui sait collaborer et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est toujours là. Et c'est pour ça qu'on est là ensemble. Exactement. Parce qu'on parle de sujets qui nous intéressent et c'est ça aussi il faut se retrouver avec des gens ensemble pour résister à toute cette époque un peu anxiogène. Et ça tombe bien, on veut vos questions, on veut vous parler, on veut vous écouter et puis vous répondre. Voilà, donc on va vous donner la parole. Donc il y a des micros qui vont circuler. Donc je ne sais pas si on vous voit un peu, on a quand même de la lumière blanche, mais n'hésitez pas à vous manifester et à prendre le micro pour poser des questions. Alors, il y a une question ici devant. Pour madame, il y a une autre question. On vous écoute. Oui, bonjour. Je voudrais savoir si, en fait, on n'assiste pas à un merveilleux théâtre et que derrière le rideau, il n'y a qu'une chose qui est le maintien et le déploiement des espèces. C'est-à-dire que tout concourt avec une variété de stratégies absolument invraisemblables, mais toujours derrière, il y a l'idée ou le besoin, sûrement le besoin de la nature, au fil des siècles sûrement, de se perpétuer. Ah bah totalement, oui. Ça, c'est la nature. Il y a un dynamisme. Déjà, la nature a horreur du vide. Donc, dès qu'il y a un petit truc à prendre, une place à prendre quelque part, elle la prend. Et en effet, c'est ça qui est absolument magique et incroyable dans la nature. Et j'avais entendu un scientifique qui disait que dans la nature, toutes les erreurs, vous savez, on parle beaucoup de ça, il faut savoir reconnaître ses erreurs, on est plus riche quand on sait rebondir après ses erreurs, etc. Et en fait, la moindre erreur dans la nature va devenir un truc incroyable. Et pour ça, je prends l'exemple j'ai un trou, le cheval de mer, de l'hippocampe. L'hippocampe, il vit dans la mer, il ne sait pas nager. Franchement, c'est badaud. C'est incroyable quand même. C'est une vraie erreur. En soi, c'est une erreur de la nature.
Du coup, il a développé une stratégie géniale. C'est le roi du camouflage. Dès qu'il naît, le petit, il est au bout de quelques heures, il va changer, il va partir dans le courant, il va s'accrocher à une gorgone ou à un corail. En je sais plus, 1 minute, quelques secondes, il va prendre la couleur de ce corail et il va vivre avec lui en ayant l'habitat et le couvert, parce qu'il il va s'accrocher, donc il va plus avoir besoin et il va juste ouvrir la bouche pour manger tous les petits phytoplanctons qui se baladent et il n'a plus qu'à ouvrir la bouche. Et en fait, c'est génial. Comme vous dites, à partir du moment où il avait une erreur, c'est devenu une espèce de merveille de la nature. Et vous avez raison, en fait, dans la nature, c'est l'explosion de multiples formes de vie, de multiples formes de partenariat, de multiples formes de dynamisme. Et c'est ça qui est fascinant. Et c'est pour ça qu'on a tellement de mal à la comprendre, d'ailleurs. C'est très compliqué à comprendre, à observer, etc. Parce que c'est tellement riche que on est dépassé par la tâche. Bonsoir. Demain, si l'intelligence artificielle nous permet de comprendre le langage des animaux, votre première question, à quel animal ? Ma première question, à quel animal Oh là, alors ça, c'est une sacrée question, parce que... là, vous me posez une colle. Hein. Je sais pas. Moi, j'en aurais. Alors, oui, parce que j'ai tellement de questions à poser, je sais pas. Et quel animal ? Alors ça, c'est une colle. Peut-être que ça serait les baleines. Parce que c'est parce que j'ai interviewé ce spécialiste hier, mais en fait, il m'expliquait quand même que finalement, la baleine, c'est le seul animal mondial. On parle de la mondialisation. Les baleines, elles font... il me parlait de 22 000 kilomètres pour la migration. Donc, elles traversent le monde. Nous, on est là, on est tout content quand on va à New York ou je sais pas où. Et les baleines, comme on sait qu'elles vivent minimum 100 ans, je pense que la sagesse des baleines, le savoir des baleines doit être incroyable. Donc je lui demanderais peut-être de m'expliquer le monde, son monde, ça doit être incroyable. On en aurait pour des heures, j'adorerais. Les baleines ou les méduses qui sont là depuis des millions d'années, qu'est-ce qu'elles ont vu génial passer. Bon, après, c'est pas tout à fait... génial aussi. Non, moi, j'aimerais bien poser comme question, par exemple, à une vache, mais pourquoi avoir accepté, pourquoi ce rôle de nourrir les humains de cette façon-là, voilà. Je ne sais pas si elle a accepté. Hein. Je ne suis pas sûre qu'on lui ait beaucoup demandé son avis, la malheureuse. Très bonne question, merci. J'avoue que c'est une super question. Ouais. J'adore. C'est une vraie question de bac, ça. C'est très, très intéressant. Chacun peut trouver plein de choses à dire. Ouais. Très bien. Oui, alors, est-ce que vous voulez un micro peut-être pour qu'on vous entende ? En introduction, vous nous avez parlé de la connaissance médicale des animaux. Si vous pouvez nous donner quelques exemples Alors ça, c'est une science très très nouvelle, qui s'appelle la zoopharmacognosie, qui est née en 1980. Donc vous voyez, elle a 30 ans, 50 ans. Et en fait, les peuples premiers le savent depuis très très longtemps, mais les animaux, l'ours par exemple, était considéré comme l'inventeur de la médecine par les peuples premiers, notamment en Sibérie. Et en fait, ça s'est passé comme ça. C'est un monsieur qui s'appelle Wagram, qui est un primatologue qui travaillait au Congo, et il y avait tout le temps les gens qui s'occupaient des chimpanzés qui lui disaient « Mais tu sais, ils savent très bien se soigner. » Ouais, c'est ça. Ton histoire de « T'es gentil, là, mais ça va. » Puis à force quand même, il se dit « Bon... » Et en effet, il observe des choses incroyables. Notamment, ils absorbent certaines herbes qui sont très, très mauvaises parce qu'elles ont comme des petits piquets. Donc, pourquoi ils mangent des herbes qui piquent, quoi, en fait. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'on a une spécialiste en France qui travaille là-dessus, Sabrina Krief. Ils se sont rendus compte que c'est pour éviter d'avoir des vers. Parce que quand on allait regarder leurs crottes, excusez-moi d'être un peu... C'est pas très joli, mais les crottes, c'est un truc très important pour les scientifiques. Ils adorent les crottes en général parce qu'on découvre des tas de choses. Et donc, ils trouvaient cette fameuse feuille comme un velcro, en fait, avec des vers dedans.
par exemple, où on a observé des choses comme ça. Et donc, il a démarré cette nouvelle science. Et c'est vrai qu'en fait, c'est assez logique. La nature, c'est une grande pharmacie. La plupart de nos médicaments sont faits avec des herbes, etc. Et donc, les animaux, depuis le temps qu'ils sont là, ont une connaissance inouïe des mousses, des écorces, des herbes, etc. Comment ils ont fait, sans doute comme nous, par essai-erreur. Il y en a qui ont dû mourir, d'autres qui ne mouraient pas, d'autres qui allaient mieux, etc. Donc petit à petit, ils ont inventé leur médecine à eux. Et par exemple, un exemple que moi j'adore, c'est la mésange, parce qu'on a tous des mésanges dans notre jardin. Et on a toujours pensé que la mésange, comme tous les oiseaux, elle prenait des herbes pour les mettre dans son nid, pour que ce soit bien douillet pour les petits. En fait, pas du tout. Déjà, on a découvert que les oiseaux avaient de l'odorat, ce qu'on ne savait pas. Et donc, en fait, elle choisit ces herbes très particulières, de façon très particulière, en fonction de l'endroit où elle est, parce qu'elles ont été étudiées en Corse et en Pologne, elles ne choisissent pas les mêmes, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une culture locale. Et elles vont prendre de l'hélicryse, de la menthe, de la lavande, parce que ça a des propriétés antivirales pour protéger les petits. Ça, c'est un exemple qui est génial. Mais vous en avez plein d'autres. Et d'ailleurs, on s'est beaucoup inspiré de l'ours, l'ail des ours. Les peuples premiers imitaient, regardaient ce que les ours prenaient et mangeaient, prenaient le même genre d'herbe, etc. Donc, en fait, alors là, on est complètement au démarrage de cette science. On ne connaît pas encore grand-chose, mais on pense que la plupart des animaux savent se soigner. Souvent sur les mêmes choses, d'ailleurs, tout ce qui est un peu digestif, etc. Mais ça fait partie des domaines incroyables. Et on suppose qu'en fait, on a inventé notre médecine par des chamans, des druides, des sages, etc., en observant les animaux. Et dans le livre, il y a un spécialiste de ça qui vient d'ailleurs, si jamais vous venez à Paris, le 7 février, c'est la Cité des Sciences. Donc c'est une journée où des spécialistes viendront, c'est gratuit, c'est toujours très intéressant, franchement. Enfin bon, moi, je ne peux pas dire autre chose, j'adore, il y a le livre ça me passionne. qui est juste là. Il y a le livre. Mais donc là, on a Jean-Marc Dubos qui va venir nous en parler. Il est spécialiste des éléphants en Asie et de la transmission entre les éléphants et les humains. Et c'est incroyable, quoi. Ils ont fait des études, c'est dingue. C'est-à-dire que les humains là-bas en Asie, il était au Laos surtout, utilisent des médicaments qu'ils ont imités en regardant les éléphants et vice-versa. Les éléphants sont soignés par certains médicaments, certaines plantes, etc., et vont l'apprendre à leurs animaux, à leurs amis sauvages. Puisque vous savez que le principe en Asie, c'est très particulier. En fait, les éléphants viennent avec leur cornac pour les travaux agricoles et après, ils sont relâchés dans la nature et ils vont revivre avec leur famille sauvage. Donc, c'est une relation très, très forte qu'il y a entre les cornacs, entre les humains et les éléphants. Et il y a donc une passation de culture médicinale entre les deux qui est très troublante, quoi. Donc c'est un sujet génial. Ça, c'est un sujet incroyable. C'est magique. Oui, vous avez beaucoup parlé des relations intra-espèces, mais des relations interespèces, vous venez justement de l'évoquer avec l'homme, mais il y a aussi entre les différents animaux, je pense qu'il y a aussi des relations d'aide. Alors, énormément. Ça aussi, ça fait partie des idées très préconçues qu'on avait. C'est vrai, on nous a toujours expliqué, dans la nature, c'est une jungle. Et la loi de la jungle, ils sont tous en train de s'entre-déchirer, ils sont horribles, ils sont sanguinaires, ils sont violents, etc. Et en fait, un des premiers, d'ailleurs, c'est Franz de Waal, qui a été un grand primatologue qui est mort il n'y a pas très longtemps, malheureusement. Quand il a commencé à dire qu'il y a beaucoup de coopération chez les animaux, tout le monde a rigolé en disant « Toi, t'es gentil, là, mais il faut que tu arrêtes un peu parce que tu racontes n'importe quoi. » Aujourd'hui, maintenant, c'est vraiment acté et c'est vraiment prouvé. Et en fait, une fois de plus, c'est logique. C'est ça qui est dingue avec les animaux, c'est que c'est toujours pragmatique et logique. On est plus fort quand on est nombreux. C'est le truc on est plus fort à plusieurs. Et donc, les animaux font énormément de partenariats comme ça. Et donc, il y en a un que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est incroyable. C'est les loups et les corbeaux. Il y a énormément, là aussi, ça a été validé, filmé, expliqué, etc. Les corbeaux, en volant, évidemment, repèrent des proies que les loups ne peuvent pas voir. Ils ont développé un certain cri particulier
que les loups entendent. Donc ils ont en plus, c'est ça qui est génial, ils ont développé un langage entre les deux. Les loups, dans ce cas-là, sont guidés par les corbeaux, tuent la proie et après, le corbeau vient manger les restes. Donc en fait, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que ils indiquent aux loups où sont les proies et eux, ils mangent sans avoir besoin de chasser, sans avoir besoin de rien faire. Et ça va tellement loin qu'ils ont même développé, on a vu des films vachement sympas où on voit les loups qui laissent les corbeaux jouer avec les petits louveteaux. Et ils jouent avec là aussi des vocalises particulières, etc. Donc là, vous voyez, ça va... c'est un partenariat et c'est presque une amitié. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Donc ça, c'est très passionnant aussi. Et ça aussi, c'est parmi les nouvelles un peu de découvertes qu'on fait depuis quelque temps. Mais en fait, c'est vachement compliqué de découvrir tout ça. C'est pour ça qu'on met du temps. C'est que il faut observer dans la nature. Donc sinon, la plupart des études sont faites en laboratoire. Donc déjà, ça pose des tas de problèmes éthiques. C'est compliqué parce qu'on colle en fait des expériences humaines sur des animaux, donc souvent ça veut rien dire et c'est un échec. L'animal n'est pas heureux, il n'est pas dans son élément naturel, donc souvent c'est un échec. Et justement pour des partenariats entre espèces, vous ne pouvez pas le faire dans un laboratoire. Donc en fait c'est très compliqué. Ils avancent vite, mais en même temps c'est pas évident. Question, Yolène, je voulais savoir, je suis là. Coucou. Non, simplement, où en est-on de la disparition des espèces? Parce que ça, pour les futures générations, c'est quand même quelque chose. C'est vrai qu'on entend moins de chants d'oiseaux, on voit moins d'animaux partout. Hein, donc, c'est vertigineux ou c'est stable voilà, où en est-on maintenant? Mal. Non, on est vraiment dans la 6e extinction a commencé, ça c'est très clair. Hein. Donc, moi je ne crois pas à la fin du monde, mais en tout cas, le monde qu'on a connu ou que nos grands-parents ont connu, il a déjà disparu et c'est plus possible de revenir en arrière, ça c'est clair. Surtout là, tel qu'on est parti, comme il n'y a pas beaucoup de... Donc, non, ça c'est un drame. Tu parles des oiseaux, c'est dramatique. Il faut essayer de se battre pour sauver ce qui peut être sauvé. Et en plus, moi, je crois beaucoup à la résilience de la nature. La nature est incroyablement intelligente, résiliente et dynamique. Donc, elle a vécu déjà 5 autres extinctions. Donc, elle arrivera à s'en sortir, mais ça ne sera pas la même chose. Ça, c'est clair que ça ne sera pas les mêmes oiseaux. Ça sera pas... Déjà, on commence à le voir. On sait déjà que la plupart des animaux sont devenus, en tout cas en France, par exemple, nocturnes, parce que les chasseurs mettent une telle pression que les renards, les sangliers, les chevreuils, tous ces animaux qui vivaient dans la journée, ils vivent le soir. On sait qu'ils sont plus petits parce qu'il y a moins à manger. Donc, quand on est plus petit, on a moins besoin d'énergie. On sait que les migrations changent, par exemple. Les oiseaux ne migrent plus de la même façon. Il y en a qui ne migrent plus parce qu'avec la chaleur, ils n'ont plus besoin de migrer. Donc, il y aura quelques bonnes nouvelles. On a des cigognes qui reviennent. Il y aura des bonnes nouvelles. Tout n'est pas négatif. Mais c'est sûr que la diversité de la nature va en prendre un coup. Ça, c'est clair qu'il y aura surtout celles qui vont s'en sortir, c'est les espèces opportunistes, qu'on appelle les espèces opportunistes, qui arrivent à manger un peu de tout. Mais c'est sûr qu'on va avoir d'autres animaux. On va avoir des animaux en ville, par exemple. Ça, c'est un vrai sujet. Donc, moi, c'est un sujet qui me passionne parce que les animaux sont tellement malins qu'ils sont capables d'arriver en ville. Il faut que les humains les acceptent. Il faut que les architectes travaillent sur une ville de demain. Il y a déjà plein d'essais. Hein. Il y a déjà plein de choses très intéressantes sur des immeubles entièrement couverts de végétaux pour accepter des oiseaux, des insectes, sur des grands couloirs traversant les villes pour que les animaux puissent passer, etc. Il va falloir qu'on accepte de vivre avec nos voisins. En fait, on a bousillé tout, on a pris l'espace partout. Il faut qu'on accepte de vivre avec nos voisins. Quand vous avez des très bons rapports avec vos voisins, vous ne dînez pas chez eux tous les samedis. Bon, ben voilà. Et ben avec les animaux, c'est pareil. Hein. Quand les gens disent « Oh là, il y a des animaux en ville », bah ouais, mon pote, oui, bien sûr, ils ne savent plus où aller. Il n'y a plus à manger, ils ne peuvent plus nidifier parce qu'on a bétonné partout. Et quand ils arrivent à manger et à nidifier, ils tombent soit sur des chats,
parce qu'on est envahi par les chats errants qui sont la troisième cause de la perte de la biodiversité, soit sur des chasseurs. Donc, il y a un moment, être un animal sauvage et sauver sa peau aujourd'hui, il faut être fort. Hein, donc, il va y avoir d'autres animaux, d'autres formes de survie, ils vont inventer d'autres stratégies, d'autres partenariats, mais c'est sûr qu'il faut les aider, comme on peut. Et les oiseaux, on peut faire plein de choses pour les aider. Et juste pour donner un ordre de grandeur, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des chiffres, il y a 10 000 ans, on était 1% d'humains sur Terre. Et tout le reste, 99%, c'était du sauvage, donc biodiversité. Aujourd'hui, en 2025, les derniers chiffres, je ne sais pas si vous les avez eus, mais la tendance est inversée. En termes de mammifères sauvages sur Terre, on est à 1%. 1%. On était à 3-4% encore il y a quelques années. On est rebaissé à 1%. Et c'est quoi le reste? C'est les humains, 36%, et leurs animaux d'élevage. C'est ça qui fait que en fait, l'extension des animaux d'élevage ont pris le pas sur tout le sauvage. Alors bien sûr, c'est pour faire pousser des céréales qui vont nourrir les animaux et qui ne vont pas nourrir les humains, qui font qu'on prend l'espace. Et c'est pas les animaux qui traversent notre route, c'est notre route en fait qui traverse l'espace des animaux. Donc c'est bien d'avoir ces chiffres en perspective et je suis tout à fait d'accord. Effectivement, la diversité, c'est qu'on a beaucoup trop d'animaux d'élevage aujourd'hui face aux sauvages. Donc la moindre des choses, c'est de préserver ce qui peut l'être. Et quand on voit qu'il y a certaines espèces d'oiseaux qui sont vraiment devenus très faibles et qui continuent à être chassés, on peut se questionner. On ne va pas parler de la chasse parce que je vais m'énerver. Donc, on va rester en bonne compagnie. Je suis là. Bonsoir. Qu'est-ce qui peut être fait pour que ces connaissances soient mieux diffusées, mieux maîtrisées par le grand public? Parce que pour l'instant, d'après ce que j'entends, elles sont plutôt confidentielles quand même. D'une part, et spécifiquement, est-ce que vous savez si dans le cadre des programmes scolaires de sciences de la vie et de la Terre, il y a des avancées en ce domaine qui fait que tous les élèves pourraient aborder dès le collège, même dès l'école élémentaire et au lycée, ce genre de connaissances? Est-ce que ça avance ou est-ce qu'on est plutôt en stand-by, voire en recul? Alors pour l'école, c'est pas ma spécialité, mais je crois pas. Hein. Je pense qu'il n'y a même pas vraiment de cours sur l'écologie et sur juste le respect du vivant en soi déjà. Donc normalement, ça a commencé cette année. Ouais. Il devait au CP commencer sur un peu d'éthique animale. Très bien. Mais je sais, honnêtement, qui sont les écoles et les professeurs qui l'appliquent, on n'a pas du tout de chiffres. Ouais. Écoutez, moi j'ai des petits enfants, ils chantent encore La souris verte. Hein. Et ça me met dans un état. Et j'essaie de leur expliquer qu'elle est nulle, cette chanson. Ils ont beaucoup de mal à comprendre. Et qu'ils me racontent aussi que le loup, il est méchant, qu'il a mangé le petit chaperon rouge. Et j'ai beaucoup de mal à contrer ce qu'on leur raconte. Ils repartent dans des idées... Bon. Donc je pense qu'à l'école, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Sur la première question, sur le grand public, moi, c'est vraiment ce que je fais depuis 12 ans. Hein, je travaille bénévolement là-dessus et c'est vraiment très important pour moi. Mais je trouve qu'il y a eu beaucoup de progrès de fait. Moi, je viens du milieu de l'écologie. Je trouve que l'écologie est plus compliquée. Hein. C'est plus compliqué de faire accepter des principes écologiques aux gens. C'est plus polémique, plus compliqué à comprendre. Sur les animaux, c'est plus facile parce que l'animal, il y a une espèce de... Il y a un côté emblématique, il y a un côté il y a une grâce de l'animal, il y a une poésie de l'animal qui touche les gens. Et puis on aime beaucoup les animaux, on a tous un chat. Donc c'est plus facile de faire passer des messages et je trouve que ça passe assez bien. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de choses dans les médias. Mais vous avez raison, il y a un boulot énorme à faire. Mais il y a quand même une dynamique, il y a beaucoup de livres qui sortent là-dessus. Je trouve que ça bouge pas mal quand même sur l'animal. Par rapport à l'écologie, je trouve que c'est un sujet qui bouge un peu plus. Mais vous avez raison, il faut continuer. Hein, quand on voit le nombre d'animaux abandonnés, martyrisés, mangés, il y a encore un peu, on a un rapport avec l'animal très très ambigu et très particulier. C'est très propre aux Français, hein, ça. Il n'y a pas que les Français, mais c'est dans notre culture. Hein. On a beaucoup de mal. J'ai interviewé une femme ça m'avait fasciné. Son livre est incroyable. Je vous le conseille vraiment. Valérie Chansigo, qui est une historienne, elle a écrit un livre qui s'appelle Les Français et la nature. Elle explique qu'en fait, un jour, elle était chez elle et puis il y a une araignée.
Et elle avait des amis à dîner, et là, tout le monde tombe dans les pommes, hurle, etc. Alors, elle se dit, bon, non, tout ça pour une araignée, bon, elle est un peu étonnée. Et le lendemain, il s'avère qu'elle allait à Londres pour je sais pas quoi, pour une signature. Et donc, elle se dit, tiens, je vais aller acheter un livre sur les araignées, je connais pas bien. Et elle arrive dans une librairie et elle voit la moitié de la pièce avec des livres incroyables sur les araignées, sur les hannetons, etc. Elle se dit, voilà, j'ai jamais vu ça en France. Je me dis, mais pourquoi on n'a pas ça en France? Et donc, elle a écrit ce livre. Et ce livre est génial. Bah, vous qui êtes en Savoie, vous allez rire. Parce qu'elle est historienne, donc elle reprend des textes. Et par exemple, elle cite Chateaubriand, breton, comme quoi les Bretons, hein, et qui dit « Je suis allée à la montagne, mais qu'est-ce que c'est ennuyeux !» Ou alors, elle cite Balzac, qui dit « Je suis allée à Londres. Ils sont malades, ils nourrissent les cygnes. » Et en fait, elle explique que chez les anglo-saxons, vous faites une émission sur les hérissons, ça a un succès fou. En France, on n'arrive même pas à avoir une émission sur les chiens et les chats. Hein. Il y en a une qui s'arrête tous les 3 mois, etc. Et les Français, en fait, ce qu'elle explique, c'est qu'on aime la nature pour le côté sociable. En fait, on aime la nature pour aller pique-niquer, pour aller jouer au foot avec les copains, mais la nature elle-même, se mettre à regarder la nature sans rien dire, etc., c'est pas notre truc. Et d'ailleurs, on le voit au jardin à la française. Moi, j'ai un mari qui est architecte paysagiste. J'ai beaucoup de mal dans les discussions avec lui. C'est très difficile parce qu'il aime la nature. Il faut que ce soit droit, il faut que ce soit bien comme ça, bien maîtrisé. Ça. Et je dis, mais putain, c'est pas ça la nature. Mais pour lui, ici, il me dit, mais tu comprends rien, etc. Donc, c'est très français. On est très rationnel, et on a du mal avec la nature. Donc, je pense mais c'est bien. On va bouger avec l'influence anglo-saxonne. Puis la nouvelle génération bouge. Je trouve que nos enfants nous boostent un peu et c'est bien, ça fait du bien. Ils ont, je pense, un rapport à l'autre. Et puis, je trouve quand même que l'animal, c'est un sujet qui monte, et tant mieux, tant mieux. Oui, il y a quand même pas mal de choses qui se passent et je trouve qu'on a évolué aussi ces dernières années. Ça fait un peu plus d'une vingtaine d'années que je suis le sujet. Et il y a par exemple des ateliers d'intelligence collective, par exemple la fresque des animaux qui est sortie et qui permet, on parle de tout ça, tout ce qu'on vient de voir, pour le diffuser au plus grand nombre. Et c'est une association éducation éthique animale qui fait ça. Et le but, c'est de diffuser dans les milieux scolaires, dans les entreprises aussi, dans tous les milieux, pour dire on a de l'information scientifique, ça se base toujours sur la science, et on vous la diffuse. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais on vous donne de l'information et vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas. Voilà, c'est encore pas très développé, mais je trouve que ces dernières années, ça se développe quand même plus qu'il y a 20 ans. Est-ce que vous avez d'autres questions là? J'ai vu un bras dans le noir, parce que j'avoue qu'on ne voit pas très bien. Bonsoir. J'ai vu un bras c'est plus par rapport au fait qu'on voit de plus en plus que les sciences qui étudient les comportements animaux sont un peu dévoyées pour certains buts politiques, par des gens qui veulent avoir un argument d'appel à la nature. On peut penser à l'hypothèse du mâle alpha qui a été beaucoup repris par le mouvement MASCU et qui est arrivé à diffuser très très largement ce concept. Comment la communauté scientifique se positionne par rapport à cette récupération politique? Est-ce qu'on peut penser dans l'histoire ce que le darwinisme, comment il a pu être récupéré et quelles conséquences ça a pu avoir? Et c'est plus de manière générale comment la communauté scientifique se positionne par rapport à ce genre de sujet. Alors, je ne suis pas scientifique, donc je vais répondre pour eux, mais je ne suis pas trop bien placé pour vous répondre. Mais en général, les scientifiques, ils n'aiment pas trop se mêler de problèmes politiques, parce que ce n'est pas trop leur travail. Donc, ils essaient de rester un peu neutres, même si on a quand même de plus en plus, notamment sur des causes environnementales, qui s'engagent beaucoup. Mais c'est vrai que moi, les scientifiques que je rencontre sont des gens en général quand même, alors je ne vais pas dire militants parce qu'ils seraient très mécontents de m'entendre dire ça, mais engagés, on va dire, en tout cas engagés pour la cause animale. Ils vont même très loin. Hein. Tu parlais de François Lasserre tout à l'heure. François Lasserre est entomologiste, il est très 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 engagé. Et c'est vrai qu'en général, ils essayent de faire passer quand même des messages là-dessus. Mais le mâle alpha sur le loup, c'est excellent comme exemple, en fait, parce que quand je vous disais tout à l'heure que c'était super compliqué d'observer la nature,
Les loups, en fait, on les a, au départ, dans les années 30, quand on a découvert quand on a imposé ce concept du mâle alpha, on étudiait des loups dans des zoos. Mais un loup, quand on connaît un peu la vie d'un loup, un loup, c'est un chef de famille. La meute, c'est une famille. Là aussi, c'est pas matriarcal, mais c'est vraiment le couple avec les petits, les cousins, etc. Là aussi, système de crèche, les aînés gardent les petits pendant que les parents vont chasser, etc. etc. Et au bout d'un certain nombre quand il y a trop ils sont souvent entre 7 et 11, on a pu voir des meutes qui allaient jusqu'à 42 individus, parce que parfois des meutes se mettent ensemble, parce que là aussi, il y a beaucoup de coopération entre les loups. Donc là, les jeunes mâles partent pour essayer de fonder leur famille. Mais le loup, c'est un des meilleurs papas. C'est un père de famille fabuleux, quoi, qui joue avec ses petits, qui les protège, etc. Mais quand vous êtes dans un zoo, c'est comme quand vous êtes en prison. En fait, le loup, on l'a retiré de sa meute où on a tué la meute, on l'a mis avec d'autres loups qu'il ne connaît pas, enfermé, alors qu'un loup, il parcourt à peu près 30 km par jour, quoi. Un loup, c'est un animal qui aime courir, qui est pas du tout sédentaire. Le loup, il bouge tout le temps. C'est pour ça que c'est un très bon gestionnaire au niveau écologique, parce que quand les loups sont là, ils gèrent très très bien la nature. Mais donc, il marche tout le temps. Donc, pour un loup, mais c'est l'enfer, quoi. Donc, forcément, le loup est agressif, il se battent, etc. C'est comme si on étudiait les humains en allant dans une prison ou dans une cellule, ils sont à 6 enfermés avec juste un lavabo pour 6. Forcément, les mœurs ne sont pas très joyeuses et pas très tendres ni pacifistes. Et ben c'est pareil. Donc on en a déduit qu'il y avait un mâle alpha. C'était en gros celui qui arrivait le mieux à s'en sortir, qui était le plus fort et qui arrivait. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ça. Aujourd'hui, grâce à Yellowstone, où on étudie énormément de loups en liberté, on a complètement balayé tous ces arguments-là. Il y a un livre d'une Allemande, je ne me souviens plus son nom, mais j'adore ce livre, il s'appelle « La sagesse du loup ». Je devrais retenir son nom, mais je ne me souviens plus. Mais allez regarder si ça vous intéresse, c'est génial. C'est une avocate qui a tout laissé tomber pour aller étudier les loups. Elle raconte des trucs complètement dingues sur les loups qu'elle étudie donc en liberté. Et c'est là où c'est ce qu'ils expliquent. Les spécialistes du loup, c'est vraiment un père de famille, le loup. Et c'est pour ça que c'est très triste ce qui se passe actuellement politiquement là, sur le retour de la chasse au loup, parce qu'on va donner les vrais termes quand même. Oui, aussi protégée. Mais surtout là, par exemple, je lisais dans le train en venant, là, ça me rendait folle. Les loups sont à peu près stables. On pense qu'on ne sait pas très bien les compter, c'est très compliqué de les compter. Mais enfin, en gros, on est à 1086 loups et on était à 1023, je crois. Enfin, donc c'est à peu près stable. C'est une super nouvelle. Les éleveurs ont appris ça, ils sont fous furieux. Là, je disais tout à l'heure, ils sont fous furieux en disant ouais, il va falloir les tuer parce que. Alors qu'on connaît tous les moyens pour se protéger du loup, quoi. C'est vraiment. Enfin bon, c'est un autre sujet, mais. Un grand débat, ça aussi. C'est un triste débat. C'est assez triste parce que je pense que là, on va repartir sur la chasse au loup qu'on a quand même décimé à la fin du 18e. Après le loup, il y aura le lynx et après le loup, après le lynx, il y aura l'ours. Donc là, au niveau européen, c'est un peu difficile en ce moment. Pour les animaux, c'est compliqué. Parce que par ailleurs, je suis porte-parole de l'ASPAS, qui est l'association de protection des animaux sauvages. Donc nous, on travaille beaucoup sur ces sujets-là. Et on dépose des recours contre tous les abus de la chasse, etc. Et puis on fait de la libre évolution, c'est-à-dire qu'on achète des terrains, qu'on laisse complètement libre évolution hors des activités néfastes, donc à part ce qu'on appelle les promenades contemplatives, c'est-à-dire se promener sans déranger, mais on interdit chasse, pêche, abattage d'arbres, routes, partie de football, pique-nique bruyant, enfin tout ce qui dérange la nature, quoi. Et donc on est très branché sur le loup et c'est assez triste ce qui se passe aujourd'hui. Mais bon. Il est 20h30. Je ne sais pas si on prend encore une question quand même ou si... Voilà, moi je suis très ponctuelle, alors je ne sais pas s'il y avait quand même une question brûlante. Oui, il y avait quand même encore une personne qui voulait. Oui, peut-être une dernière question, merci. C'est justement pour revenir sur les animaux dont on a à peine parlé et qui représentent plus de 90% des mammifères terrestres, c'est les animaux d'élevage. Je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé ce soir. Et surtout, j'essaie de faire le lien avec le féminisme aussi. Le féminisme qui est une lutte contre la domination masculine. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mécanismes qu'on retrouve
au niveau de l'élevage, notamment sur la maîtrise de la procréation, sur le fait de priver les mères de leur bébé pour avoir du lait. Du coup, je finirai par une question peut-être un peu provocatrice. Est-ce que c'est possible d'être féministe et de cautionner les produits laitiers, par exemple? Excellent, j'adore. J'aime bien les trucs provoques, moi, donc ça me va bien. Moi, personnellement, je suis végétarienne, donc je me sens pas trop concernée, et depuis très longtemps, vraiment pour la cause animale. Donc, c'est un vrai sujet. Vous avez raison, c'est un vrai sujet, mais c'est très touchy comme sujet. C'est pas très accepté, et il y a eu pas mal d'études qui ont fait le lien entre le colonialisme aussi, avec une conception très masculine des choses, très en force, etc. L'industrie de la viande, qui c'est vrai un concept très très violent. Et en effet, on n'en parle pas dans l'animal féministe parce que les femelles, là, elles n'ont rien à dire. Vous venez de le dire. C'est plus des femelles, c'est des bêtes à procréer. Une truie, si vous voulez, c'est pas une truie, quoi. C'est plus une truie, c'est juste une machine à procréer et à souffrir. Donc là, il n'y a plus d'histoire de mâle, de femelle. Il n'y a plus rien. C'est plus que des machines à viande. Et donc, mais vous avez raison, c'est un vrai problème. Mais là aussi, je trouve quand même que moi, je suis devenue végétarienne à une époque où c'était pas du tout la mode. Je peux vous dire que je me suis cachée au début. J'en ai tellement pris dans la figure, je me suis tellement fait insulter par des amis, par des gens que j'aimais beaucoup. C'était très très mal vu parce que être végétarien, c'est être marginal, c'est pas accepter la société, etc. Aujourd'hui, franchement, les gens sont vachement gentils. Vous trouvez quasiment des plats partout et c'est très accepté. Pour la France, où c'est très compliqué, on peut demander aux Marguerite Yourcenar, etc., aux quelques végétariens qu'il y a eu en France, c'est une vraie évolution. Et pour ça, des associations comme L214 ont fait énormément bouger les mentalités. Mais ça reste un vrai problème. Mais là, on arrive sur la gourmandise humaine aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens veulent manger de la viande 2 fois par jour, alors qu'ils pourraient manger de la viande 1 fois par semaine, avec des animaux bien traités. En plus, on sait que c'est un vrai problème écologique, c'est un drame. C'est vraiment un drame, quoi. La déforestation, l'industrie de la viande on parle toujours des avions, etc., mais c'est rien par rapport à l'industrie de la viande. Donc, c'est un vrai souci, mais les gens... Vous voyez, ça, c'est un truc qui me choque. Moi, j'interviewe plein de gens qui sont des gens engagés. Je vous le disais, il y en a très peu qui sont végétariens. Et je me souviens d'en discuter avec un, je n'osais rien lui dire. Je dis, mais c'est quand même dingue parce que tu dis tout le temps des trucs, tu défends les animaux, mais tu les manges. Il me dit, mais oui, mais Yolène, mais c'est tellement bon. Alors je dis, bon, en fait, c'est pas ta tête qui te dirige, c'est ton estomac. Il m'a dit, bah oui. Bon, qu'est-ce que vous voulez dire? Mais ouais, l'amour de la viande, c'est... Là, juste, je rebondis parce qu'il était question, c'était quand même plus subtil. On parle des femelles qu'on sépare de leurs petits pour prendre leur lait. Et là, moi, je trouve que c'est intéressant parce qu'on ne parle plus de végétarisme, on parle de véganisme. Parce que les produits laitiers, voilà. Et moi, je pense qu'en tant que maman, j'ai allaité ma fille pendant plusieurs mois, je me mets à la place de la vache femelle dont on sépare son bébé. C'est une violence sans nom. C'est pas le débat d'aujourd'hui, mais c'est une vraie question qu'il faut se poser. Et aussi, on rejoint l'autre question qui était sur l'information. Il y a encore beaucoup de gens, quand on les interroge, ils ne savent pas comment est-ce qu'on produit du lait. Ils oublient de dire « Ah bah oui, mais c'est vrai que pour avoir du lait, il faut être enceinte, donner naissance à un bébé, et puis après, il faut séparer le bébé de la mère pour prendre, nous, le lait de cette mère. » Donc ça, c'est... Dans la tête des gens, les vaches, en fait, elles font du lait toutes seules. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, il y a encore un gros travail d'information à faire là-dessus. Et je suis complètement d'accord. Entre féminisme, antispécisme, il y a des grands ponts à faire. Et c'est sûr que c'est encore un sujet de société qui fait beaucoup débat. Et oui, je peux confirmer, on peut être vraiment fustigé, montré du doigt quand on dit des choses, mais c'est juste, en fait, des faits. Oui, c'est un fait qu'il faut séparer le veau de sa mère. Et la mère pleure son veau, le cherche, parce que c'est une mère. Et les mammifères, nous sommes aussi des mammifères, on peut... Alors ça, c'est ce qu'on nous a expliqué. Parce que moi, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, notamment avec un reportage sur Reporter, on en parlait tout à l'heure, d'éleveurs bio qui ont des vaches, qui font de la vache laitière et qui ne séparent pas les veaux. Et ça, c'était super intéressant. Ils disaient, en fait, une vache, elle fait énormément de lait. Donc, le petit mangeait le matin, il partait en... Non, c'est le contraire, excusez-moi. Il faisait une traite le matin
après, la maman partait avec le bébé. Ils vivaient toute la journée ensemble. Ils refaisaient une traite le soir. Et il disait, on a un lait en plus de bien meilleure qualité parce que la vache est bien plus heureuse et qu'on sait bien que le lait ou la viande est créé par un animal en bon état psychique et sanitaire, évidemment, il est de meilleure qualité. Et il n'y avait aucun souci. Par contre, il disait, nous, c'est un sacrifice, c'est pas rentable. C'est-à-dire qu'on ne gagne pas très bien notre vie, on fait en général d'autres choses à côté, etc. C'est un vrai choix. Et je ne savais pas ça. Ça commence, mais ils ne sont pas encore très nombreux. Ah non, bah non. En fait, le problème, c'est pas tant notre relation à l'animal, je trouve, c'est notre obsession du nombre, de l'avarice, de toujours gagner plus, etc. Donc, on pourrait très bien boire du lait avec des animaux en les respectant. Je pense que les peuples premiers, c'est ce qu'ils faisaient. Hein, tous les chasseurs-cueilleurs qui avaient quelques animaux, etc., et on en voit encore dans certains pays, ils ne martyrisent pas particulièrement leurs animaux. Hein. C'est notre avarice en fait qui nous a rendus, mais on martyrise les animaux comme on martyrise les humains, parce que travailler dans un abattoir ou dans une stabulation, je pense pas que ça rende très heureux. Hein. C'est quand même un des endroits où il y a le plus d'arrêts maladie et les gens sont très malheureux. Donc c'est tout ce système capitaliste qui est devenu fou, quoi. Là, ça va au-delà, je trouve, de la relation avec l'animal. On a pété un câble. Hein. Mais bon, là, on part sur des... Est-ce qu'on conclurait pas sur une note positive oui, pour se quitter quand même un petit mot positif juste, alors oui, je voyais une personne qui lève la main, mais pour rappeler quand même dans le positif que ce qu'on disait tout à l'heure, quand on laisse un espace se régénérer, quand on n'intervient pas, on sait par exemple une aire marine, si on n'y met pas de pêche, pas d'intervenants, pas de bateau ni quoi que ce soit, en 3 à 4 ans, ça se régénère. Et ça, pour moi, c'est des nouvelles auxquelles il faut s'accrocher. Et c'est ce que fait l'ASPAS avec ses réserves de vie naturelle. C'est quand on laisse tranquille, ça revient. Et ça revient vite. Donc, il faut vraiment s'accrocher sur ça en disant, oui, réservons des espaces, arrêtons de nous étendre. Et les animaux reviendront. Pendant le Covid, on l'a vu. On voyait des lynx traverser la rue près de chez nous, en Haute-Savoie. Truc complètement improbable. Donc, il y a de l'espoir. Parce qu'il faut toujours terminer par une note positive et se dire que si on est assez sage pour écouter les animaux et prendre un petit peu d'humilité et de recul, et ben ça peut être moins pire que ce à quoi on s'attend, parce que c'est vrai que finir sur une note où on parle d'élevage intensif, c'est un petit peu triste, mais bon voilà, c'était pour dire, n'oublions pas ça, que c'est possible, quand on laisse tranquille, ça se régénère, donc voilà. Il y a de l'espoir et puis chacun d'entre nous peut faire quelque chose. Parce que moi, j'aime bien que chacun s'engage aussi. Parce que c'est bien d'en parler, mais c'est bien de bouger. Et chacun peut faire un petit balcon avec quelques plantes, accueillir des insectes. Vous avez un jardin, juste laissez un tiers du jardin en paix. Foutez-lui la paix. Une petite friche, une petite prairie fleurie, vous faites rien, vous verrez, vous retrouverez des papillons, etc. Laissez un petit bout de mare. Voilà, cette obsession d'avoir son jardin bien joli, avec tout bien coupé, où les animaux n'ont plus rien à manger. Donc je pense que chacun d'entre nous peut, à sa façon, comme ça, participer, adhérer à des associations pour qu'elles soient plus puissantes vis-à-vis du personnel politique, etc. Il y a plein de formes, plein de façons de s'engager pour défendre de la nature, et faites-le parce qu'on en a vraiment besoin, donc merci pour elle. Merci Yolène, bravo. On va vous inviter à aller voir les ouvrages qui sont à votre disposition, et comme ça vous pourrez retrouver Yolène pour ces ouvrages. On va continuer de parler. Voilà. Mais on vous invite d'abord à quitter la salle. Merci beaucoup.